Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à cette journée d'études sur la mixité et ses enjeux. Donc moi, je vais focaliser mon propos sur la mixité et la non-mixité, les enjeux de mixité et de non-mixité dans les structures socio-éducatives et de loisirs, particulièrement en quartier, en politique de la ville, puisque je vais m'ancrer dans des travaux que j'ai eu l'occasion de conduire ou de diriger. J'avais prévu initialement un temps de 30 minutes, qui évidemment est complètement hors sujet. Donc on a renégocié le temps et je vais prendre à peu près 20 minutes. Donc je me suis mis un petit chronomètre que je vais activer dès maintenant parce que je suis une grande bavarde. Comme ça, de toute façon, ce sera bon. Donc vous inquiétez pas, les diapos, je vais en zapper beaucoup. Mais je me suis reconstruit mon fil dans ma tête. C'est l'avantage du PowerPoint, c'est qu'il me permet de me cadrer. Et en même temps, le problème, c'est quand on doit bouger, c'est beaucoup plus compliqué avec ce genre d'outils. Donc je vais enlever des choses pour reconstruire un petit peu mon propos. La première chose déjà, c'était d'aborder d'où je parle. Donc je vais réduire cette partie très fortement et ensuite je vais rentrer donc dans le vif du sujet. Donc je vais juste aborder ça, c'est-à-dire je suis peut-être la seule ici en fait à me présenter, notamment parce que je ne suis pas du tout d'Île-de-France, je suis lyonnaise, je suis très probablement pas connue du tout aussi par chez vous, donc j'ai besoin peut-être aussi de me resituer et de vous dire un peu dans quelle perspective je me situe. Donc je suis très très fan des recherches-actions que je conduis depuis plusieurs années, donc je suis maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université Lyon 2, ça fait ma 7e année maintenant de poste. Je m'intéresse particulièrement aux enjeux d'être ensemble et de faire mixité dans le secteur socio-éducatif et de loisirs. Et depuis 3 ans, on va dire, je commence à toucher un petit peu aux enjeux urbains qui ne sont pas au départ mon champ de compétences. Mes recherches ont ciblé sur les facteurs qui favorisent le changement social et s'inscrivent dans une perspective, on va dire, de psychologie sociale féministe. Ce que j'avais prévu donc d'aborder derrière, je vais le faire en résumé, à savoir que je vais appuyer pendant cette présentation mon propos sur différentes sources. Une source, c'est dommage, je l'avais amené, je me suis pris dans le train pour rien. Il est resté dans mon sac. Un rapport, un rapport d'études d'action donc que j'ai dirigé. Donc j'ai rendu ce rapport en 2013. Donc on était une dizaine de personnes à travailler dessus, qui était sur les discriminations multifactorielles envers les femmes dans 3 quartiers prioritaires lyonnais. Donc c'était une demande de la ville de Lyon, ce qui fait qu'on n'a pas pu négocier, par exemple, le fait de prendre une comparaison avec un quartier qui ne soit pas en politique de la ville. Donc un certain nombre d'enjeux qui sont aussi certaines contraintes liées à des commandes qu'on peut plus ou moins négocier. Donc il nous a fait donc dans ce travail rencontrer en termes d'entretien formel et informel environ 200 personnes professionnelles des structures socio-éducatives et de loisirs et habitants habitantes, et également conduire beaucoup d'observations. J'irai pas beaucoup plus loin pour la présentation. Je vais également m'appuyer sur la suite du partenariat avec la ville de Lyon, à savoir une assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on est en train de terminer, pareil que je dirige mais sur laquelle je ne suis pas seule, et qui vise notamment à mettre en place ce qu'on a fait pendant 1 an, des formations à l'égalité, formation aussi à la coéducation auprès des travailleurs sociaux, donc auprès particulièrement des personnes qui travaillent dans les centres sociaux et les MJC, toujours dans ces quartiers en politique de la ville, avec toujours ce risque de stigmatisation et de prudence quand on travaille sur ces enjeux-là, sur ces quartiers, et également du coup à les accompagner dans leurs projets de structure. Par ailleurs, et je terminerai là pour la présentation, je vais inscrire également mon propos dans une dizaine d'années d'intervention, de formation, d'intervention aussi sous forme de théâtre-forum auprès des structures socio-éducatives et de loisirs qui viennent aussi alimenter ma pratique, ma recherche, même si elle ne se situe pas dans le cadre strict d'une recherche-action avec financement qui est associé. Voilà. Donc du coup, je passe tout ça. Hop. Vous ne verrez pas le labo théâtre. Je vais passer ça aussi. Voilà. Alors, par rapport à la demande qui m'était faite, c'était justement d'amener des éléments, des données, des expériences, des exemples vraiment assez concrets de ces questions de mixité, non-mixité dans les structures, mais aussi du coup de pouvoir renvoyer ces enjeux-là dans une approche qui vous est peut-être un peu moins familière, je ne sais pas, qui est une approche psychosociale, qui est donc ma discipline, qui a ni plus ni moins de mérite qu'une autre, mais qui va peut-être aborder les choses sous un angle un petit peu distinct. Donc je vais focaliser en fait mon propos maintenant sur ce que produit la coprésence et dans quelles conditions, en recentrant en fait mon analyse sur les travaux en psychologie sociale qui ont été élaborés au départ. Donc je vais faire quelque chose d'un petit peu théorique, et puis après je vais aller concrètement sur les effets qu'on a pu observer dans nos travaux dans les structures. Donc tout d'abord, je vais m'intéresser aux effets, ce qui a été travaillé en termes de coprésence entre membres de groupes asymétriques.
Alors, effet des contacts asymétriques entre dominants et dominés. Donc, en psychologie sociale, ces travaux s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'hypothèse du contact, qui a été travaillée beaucoup en contexte de déségrégation raciale, particulièrement aux États-Unis. Et ces travaux visaient à étudier quels étaient les effets de la déségrégation sur les relations entre dominants-dominés, groupes dominants, groupes subordonnés, et de voir notamment ce que ça allait donner dans certains secteurs comme l'école, l'armée, etc. Donc le contexte historique s'est beaucoup intéressé en fait à ce que la déségrégation pouvait produire chez les dominants. Et les nombreux travaux qui ont été conduits depuis ont amené à une espèce de faisceau, de convergence en termes de recherche sur le fait que mettre en contact des groupes asymétrique produit en fait une baisse des préjugés des dominants à l'égard des groupes subordonnés. Donc ça, c'est des résultats qui sont vraiment très convergents, qui sont encore une fois basés beaucoup sur des enjeux de ségrégation raciale et déségrégation raciale. Mais bien sûr, ça passe par certaines conditions. Donc, pour qu'on obtienne une baisse des préjugés par le contact avec des dominés chez les dominants, il faut certaines conditions qui sont notamment, alors je vous en ai mis que quelques-unes pour illustrer le propos, le fait que le groupe s'organise autour d'un but supraordonné, donc il faut qu'il y ait un objectif commun qui soit poursuivi, qui favorise la coopération, qu'on évalue positivement les chances de réussite, sinon à l'inverse on cristallise au contraire des enjeux de stigmatisation, et que si possible les conditions d'être ensemble favorisent l'empathie, la mise à la place de l'autre. Je vais assez vite là-dessus. Ce qui va m'intéresser, c'est pas tant ce que ça produit chez les dominants que de voir en fait, et c'est des travaux qui ont été bien plus tardifs en psychologie sociale, qu'est-ce que ça produit en fait chez les membres des groupes subordonnés. Alors, on va reprendre le même enjeu. Donc, on a cette fois-ci la mixité, contact asymétrique entre groupes dominants, groupes subordonnés. On va reprendre les mêmes conditions favorables, qui sont censées donc favoriser un contact dit positif entre dominants et dominés. Et qu'est-ce que ça crée chez les subordonnés? Là, vous avez, donc je suis en train de vous réduire et de vous synthétiser plein de recherches, notamment en basant sur vraiment les plus récentes qui me paraissaient aussi importantes pour refaire un petit point sur où on en est maintenant, même si le récent n'est pas gage d'une plus grande fiabilité que l'ancien. Et donc, chez les subordonnés, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des effets très distincts de ce qu'on avait chez les dominants, à savoir que le contact asymétrique même dans les conditions favorables, dont certaines ont été émises tout à l'heure, baisse l'identification des dominés à leur endogroupe dominé, entraîne une diminution de l'estime de soi, une augmentation des attitudes positives envers le groupe dominant, donc l'exogroupe, une augmentation de l'acceptation et de l'adhésion des groupes subordonnés aux croyances de justification du système inégalitaire, une diminution de la colère envers la situation d'inégalité et, in fine, une diminution de la discrimination perçue des subordonnés au regard de leur propre posture, de leur propre situation. Ce qui est extrêmement problématique au sens où on sait qu'un des déterminants dans le changement social et l'action collective, c'est justement le sentiment d'injustice et de discrimination perçue. Donc, les travaux vont plus loin, puisqu'il montre, au-delà de ces effets médiateurs, que du coup, on a un effet de cette mixité en contact asymétrique dans ces conditions favorables, qui entraîne une diminution chez les membres de groupes subordonnés du désir de nouer des relations de solidarité entre eux, de soutenir des programmes de promotion d'égalité et changement social, et également donc deux dynamiques vraiment inverses, augmentation des stratégies de mobilité sociale, c'est-à-dire essayer de s'en sortir individuellement, mais pas forcément en retravaillant le statut du groupe dont on provient, et donc augmentation à l'inverse de la participation aux actions, diminution de la participation aux actions collectives en faveur de l'égalité. Donc, ce premier modèle de changement qui a été travaillé vraiment en psychologie sociale, on peut voir qu'il priorise avant tout l'harmonie sociale, la baisse des tensions, mais se pose évidemment la question de savoir au détriment de quoi, et en particulier, très probablement, quand on regarde en tout cas les effets que ça a sur les postures des groupes subordonnés, au détriment du changement social, et en particulier du changement social en faveur de l'égalité. Donc, la question... Ah pardon, du coup, vu que j'ai zappé des choses, j'avais prévu de les réintroduire ici. Donc ça me posait, ici ça m'envoyait à deux questions que j'ai zappées, qui étaient favoriser l'harmonie sociale au détriment de l'égalité sociale. Ça pose la question de l'objectif qui est poursuivi dans l'ensemble soit des recherches ou même des structures, ce qui va mener aux structures socio-éducatives et de loisirs. Est-ce qu'on vise avant tout un objectif de mixité ou un objectif d'égalité ? Et à partir du moment où on vise un objectif qui ne serait pas un objectif de mettre ensemble ou d'être ensemble, un objectif d'être égaux,
la question peut alors se poser de est-ce que pour être égaux, il faut forcément passer par du être ensemble et notamment du être ensemble en permanence. Ce qui pose la question de la différence ici entre la mixité comme objectif et la mixité comme moyen. Est-ce qu'il faut forcément que je mette de la mixité en place pour atteindre la mixité? Et donc la différence aussi entre la mixité comme état et la mixité comme processus. Et là, je rejoins des travaux qui sont connus, notamment de Sandrine Marot et Françoise Vouillot sur le processus de coéducation, donc la pédagogie pour atteindre un état. Donc là, on a, je trouve, un peu cet enjeu-là qui est un premier modèle qui propose un objectif finalement de mixité qui va favoriser l'harmonie sociale, mais qui peut se faire au détriment de l'égalité. Alors, si on l'applique aux enjeux, je regarde juste mon temps, c'est bon. Si on l'applique aux enjeux des structures socio-éducatives et de loisirs, vu que j'ai zappé toutes mes diapos, je vais résumer, parce que je vais arriver particulièrement, ce qui va m'intéresser, c'est les situations de non-mixité. J'ai décidé du coup de faire un zapping du reste pour centrer là-dessus. Donc quand on regarde ce que ça donne en se focalisant sur les enjeux de mixité sexuée dans les structures socio-éducatives et de loisirs, ce qu'on voit, c'est que, alors je ne sais pas si je l'avais mis. Oui. Lorsque la coprésence n'est pas travaillée, je ne vais rien vous apprendre ni penser, on a des effets d'amplification, des rapports de domination, c'est très classique, j'y reviendrai pas. Et notamment parce que le cadre institutionnel, si notamment les professionnels ne sont pas préparés à des régulations des rapports de domination, ce cadre peut justifier, voire renforcer des rapports de domination qui existent évidemment au-delà dans la société, qui vont se reproduire dans cette micro-société que constituent les structures socio-éducatives et de loisirs. En revanche, c'est là où je ne développerai pas, si on travaille la coprésence, c'est-à-dire que si on met en place des conditions favorables qui ne sont pas juste la poursuite d'un but commun, la coopération et l'empathie, mais qui sont vraiment des techniques de régulation des rapports de domination, ça peut avoir un certain nombre d'effets positif. Alors là, je mets bien ça peut avoir, parce que là, c'est tout l'enjeu en fait d'évaluer ce qu'on est en train de faire, notamment avec la ville de Lyon, à savoir les évaluations de ce qu'ont produit nos formations auprès des professionnels. Donc certaines étaient déjà avertis de ces questions-là. Certains et certaines essayent déjà de travailler dans des temps, on va le voir tout à l'heure, soit mixtes et non mixtes, ces questions de régulation des rapports de domination. Ils parviennent plus ou moins bien, mais là, on est surtout sur un chantier qu'on a ouvert et dont on va voir les effets au fur et à mesure des mois et des années qui vont se passer en termes de suivi de ces formations-là. Donc la seule chose que je vais aborder sur ce que ça a pu créer, on peut voir que ça peut favoriser, donc lorsque la mixité elle est bien travaillée par des professionnels, notamment dans le rapport et la relation aux familles, ça peut favoriser l'accès des filles, par exemple, aux sorties mixtes. Donc il peut y avoir des effets positifs. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'une mixité même très bien travaillée entre groupes asymétriques, ça apprend surtout, notamment aux filles et aux garçons, à être ensemble, comment dire, ça leur apprend à être, comment dire, à faire une activité ensemble et non pas à être ensemble en faisant une activité. Donc là, il y a vraiment une distinction qu'on a commencé à aborder ce matin qui me paraissait importante à souligner. Donc je passe tout ça. Voilà. Et j'en arrive donc à la partie sur laquelle je vais prendre plus de temps maintenant, qui va être donc les 10 minutes qui vont me rester, 8 minutes. Que produit la coprésence et dans quelles conditions? Mais cette fois-ci, en s'intéressant à un champ qui est beaucoup plus en friche au niveau de la psychologie sociale et qui m'a particulièrement intéressée dans mon approche des structures socio-éducatives et de loisirs, c'est que produit la coprésence entre membres de groupes subordonnés. Et donc, la non-mixité au sens de rapport dominant-dominé, mais un entre-soi qui peut renvoyer aussi à une forme de mixité entre subordonnés, au sens où, évidemment, en fonction des rapports sociaux qu'on prend, on peut être entre femmes, mais ne pas partager les mêmes conditions en termes de rapports sociaux, de classe, de race, d'âge, etc. Alors, là, on va reprendre notre approche du contact. Et là, ce qu'on voit, c'est que lorsque la mixité donc, se déroule entre membres de groupes dits subordonnés, et qu'on met en place certaines conditions favorables, qui du coup ne sont plus les mêmes, ça va produire des effets distincts. Alors, les conditions favorables à la mixité entre membres de groupes subordonnés seraient plutôt liées au partage d'expériences d'oppression et de stigmatisation. Donc ça, on a un modèle d'équation structurelle qui a été fait par Van Zomeren et ses collègues en 2008, refait également en 2011, qui montre vraiment ces enjeux. Et nous, on le teste actuellement sur une autre recherche-action dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, qui est une expérience de labo-théâtre sur lequel on essaie justement de travailler comment est-ce que le contact et le travail autour du partage d'expériences d'oppression et de stigmatisation entre des chercheurs, des artistes, des techniciens de la ville, des professionnels des structures socio-éducatives et de loisirs et des citoyens et des citoyennes, qu'est-ce que ça produit?
C'est-à-dire quelles sont les conditions, les facteurs qui favorisent le changement social et à quel moment, notamment dans le cadre de financement de politique publique, on a des intentions très louables de changement et d'émancipation, mais on peut exactement créer l'inverse et notamment favoriser une harmonie sociale, ce qui peut être déjà en soi intéressant, mais au détriment de l'égalité. Donc lorsque les conditions sont favorables au partage d'expériences et d'oppression et de stigmatisation, là ce qu'on observe c'est des choses très intéressantes et notamment dans la littérature une baisse des préjugés réciproques entre membres de groupes subordonnés, une augmentation du soutien des membres des groupes dominés au programme d'action en faveur de l'égalité, augmentation de leur engagement dans l'action collective. Donc là il y a des vrais effets on peut dire en termes de changement social, émancipateur, et ça transite par des formes de reconnaissance, de privation historique, d'augmentation de la colère, à l'inverse de tout à l'heure où on avait une diminution de la colère, donc augmentation de la colère par rapport à la situation d'inégalité, et puis augmentation d'une perception de discrimination collective et d'injustice. Alors cette fois-ci, on va voir ce que ça produit dans les structures socio-éducatives et de loisirs pour ne pas rester juste sur que nous dit la psychologie sociale là-dessus. Alors, je suis désolée, je vais vite, mais j'essaye de gérer mon temps. Donc là, on va s'intéresser je vais vous présenter juste les effets en fait des contacts entre femmes dans certaines structures socio-éducatives et de loisirs, donc sur 3 quartiers, le Vergoing, Mermoz et la Duchère. Alors première chose, c'est qu'on voit, donc au travers de ces différents travaux qu'on a faits, que ça permet aux femmes de se ressourcer dans un espace-temps qui leur permet d'échapper à ce moment-là, non seulement à certains rapports de domination, parce que elles n'échappent pas à tous, ils peuvent se reconfigurer aussi dans l'entre-soi féminin. En revanche, ça leur permet en tout cas à un moment donné d'être en dehors de stratégies adaptatives permanentes à des rapports de domination. Par ailleurs, on voit que ça leur permet aussi de développer certaines compétences, notamment lorsqu'elles pratiquent des activités contre-stéréotypées, sans le regard des dominants sur l'activité. Et là, c'est notamment le cas lorsqu'on a des professionnels qui nous ont pas forcément attendus en termes de formation et d'autres qui nous ont attendus pour le faire, qui s'autorisent à créer ou à prendre des temps de non-mixité pour travailler en fait la façon dont les femmes peuvent s'approprier ces activités. Alors avec des enfants, ça passe par manipuler un marteau, etc. Donc comment est-ce que on peut amener des personnes qui normalement ne seraient pas forcément allées vers cette activité à la maîtriser ou en tout cas à développer certaines compétences. Troisième chose, c'est qu'on voit des effets en termes d'expérimentation de conduite d'affirmation de soi, où du coup les femmes, les filles peuvent apprendre, notamment quand les professionnels sont formés à ça, apprendre à garder la parole, à s'affirmer, donc qui sont des postures qui vont leur permettre d'être plus armées en situation de mixité quotidienne et de mixité future. Alors concernant les adolescentes, la première chose qui est importante en fait pour les ados, c'est de pouvoir pratiquer des activités sans le regard tout court des garçons. Alors les professionnels témoignent beaucoup de résistance à la mixité des adolescentes elles-mêmes. Comme nous dit par exemple cette femme qui est professionnelle dans un centre social au Vergoing, les filles se sentent plus à l'aise entre elles arrivées à un âge. Je pense qu'elles sentent plus le regard oppressant masculin. Donc quand elles sont dans une démarche de projet, elles préfèrent pas avoir ce poids du regard. Alors ce regard, il peut être d'autant plus perçu comme contrôlant par les ados, les adolescentes, qu'il peut se dérouler dans un quartier donc où les jeunes ici se connaissent tous, donc ça va être le frère du cousin, le pote du frère, donc il y a toujours une situation qui ne va pas permettre d'avancer sereinement dans un projet mixte à cet âge parce que ça va être mal perçu par l'environnement. Donc des temps non mixtes vont être soit investis par les professionnels ou soit créés par les professionnels, et là on voit une chose qu'on a vu apparaître tout à l'heure qui était comment est-ce que les stéréotypes peuvent servir de levier pour pouvoir avoir des moments dans lesquels on va développer et travailler d'autres ressources et d'autres compétences des femmes. Donc par exemple, cette femme professionnelle donc dans une MJC à la Duchère nous dit « On essaye d'avoir des petits moments, on prend le prétexte du bien-être, après-midi girly ». Donc en fait, les garçons, normalement, ils ont le droit d'y être, mais du coup, quand ils voient après-midi girly, ils y vont pas. Ou sous prétexte du bien-être, vernis à ongles, massage, c'est des petits temps un petit peu cocooning où les filles, elles ont un temps, elles peuvent libérer la parole, se retrouver entre elles, échanger sur les problèmes qu'elles rencontrent. Donc là, on voit que ces situations-là d'entre-soi pour les adolescentes peut leur permettre, même si c'est ponctuel, de s'extraire d'une certaine pression sociale, de libérer une parole. Ça contribue également au maintien des filles dans les dispositifs, même si ça crée des cas de conscience aux professionnels, parce qu'ils nous disent « Ah oui, mais alors du coup, s'il faut jouer sur les stéréotypes, du coup, ça veut dire qu'on entretient les stéréotypes ?» Pas forcément, parce que si c'est juste un levier pour les faire venir et ensuite pour travailler d'autres compétences à l'intérieur de ce temps de non-mixité, on n'est pas obligé de reproduire forcément ces stéréotypes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux adolescentes d'acquérir des ressources pour la mixité quotidienne et future. Alors, je vais passer, je suis désolée, directement à la diapo sur les femmes pour tenir mon temps. Cette fois-ci, les femmes adultes.
Alors, concernant l'acquisition de ressources variées, cette fois-ci, non pas pour les adolescentes, mais pour les femmes adultes, on a pu voir en fait des effets, vraiment des acquisitions de ressources extrêmement intéressantes en termes alors déjà de ressources psychiques, prise de confiance en soi, déculpabilisation, capacité d'analyse, de contestation, notamment lorsque des femmes initialement s'inscrivent dans une activité du type Zumba. Au départ ne se connaissent pas forcément et on se rend compte au fur et à mesure de l'année que l'activité Zumba s'est transformée en grande discussion dans les vestiaires et en échange notamment sur des situations parfois d'oppression et des femmes en arrivent à discuter sur des situations de violence conjugale qu'elles n'auraient pas pu aborder forcément dans d'autres contextes. Donc là, on a des formes de conscientisation aussi collective d'un sort commun qui se déroulent dans cet entre-soi. Elles gagnent également des ressources artistiques puisque leur participation à différentes activités leur permet d'apprendre aussi d'autres formes d'expression sensibles, l'atelier, le chant, l'écriture, la peinture et j'en passe. Des ressources économiques, au sens où on a des femmes qui, par l'interpellation initiale auprès d'un centre social pour faire par exemple de la cuisine, se sont retrouvées à se passionner effectivement pour la cuisine, ont suivi des formations de restauration collective, notamment de normes d'hygiène, et ont fini par monter des tables d'hôtes, ce qu'on peut retrouver ailleurs en France et ce qui n'est pas spécifique à Lyon. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que cette dynamique-là d'entre-soi a favorisé aussi quelque part l'acquisition d'autres ressources et une forme d'émancipation. Ressources culturelles, donc au travers notamment des ateliers d'alphabétisation, apprendre à s'exprimer verbalement. Je vais terminer sur les ressources. Ressources de mobilité. Donc là, c'est des propositions qu'on fait rigoler beaucoup certains élus et professionnels sur Lyon lorsqu'un centre social a dit on va faire du vélo aux femmes. Vous n'avez pas autre chose à faire que de leur faire du vélo. Super intéressant l'expérience du vélo avec les femmes parce que ça les a énormément mobilisées, notamment des femmes qui avaient une cinquantaine d'années, qui n'avaient jamais appris à faire du vélo et qui se sont retrouvées à un moment donné à plus avoir à prendre le bus qui déjà ne s'arrête pas et ne va pas forcément où l'on veut et pas avoir non plus à demander la voiture, sachant que la plupart du temps il n'y en a pas et dans un couple hétérosexuel quand il y en a une, elle va être plutôt utilisée par le conjoint. Donc ça a été un vrai espace leur a permis vraiment un déplacement avec une plus grande liberté, notamment dans le quartier et en dehors du quartier. Et puis acquisition aussi de ressources au niveau physique, au travers du sport, de faire par exemple de la danse, du foot, de la musculation. Et là, je terminerai du coup juste sur ces points-là, qui sont les enjeux en fait du sport et notamment de la musculation ou encore des cours de self-défense chez les femmes. Donc on a beaucoup de travaux qui montrent que le fait de pratiquer une activité physique et sportive, quelle qu'elle soit, déjà chez les femmes augmente l'estime de soi, permet de s'approprier son corps comme un outil d'action et pas simplement comme un objet qui existe dans le regard désirant de l'autre. On sait que ça leur permet aussi d'avoir moins peur dans l'espace public, notamment les travaux de Marilyn Lieber. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est des choses qui nous paraissent assez intéressantes, c'est que sur les femmes et les ados qui ont pratiqué ces ateliers de self-défense, on a préconisé aussi des ateliers de self-défense non mixtes pour l'année à venir, ce qui a été fait, mis en place par une MJC. On est en train d'analyser aussi les résultats, donc là c'est une partie que je vous donne. Eh bien, de ce qu'elles nous témoignent, en tout cas, elles se sentent moins agressées verbalement dans la sphère privée. Et vous avez même certaines femmes qui, suite à ces ateliers de self-défense, ont renégocié en partie les rôles sociaux à l'intérieur du couple, et notamment la répartition des tâches domestiques. Donc je terminerai là-dessus pour aller sur le fait que la mixité appelle la question de mixité entre qui? Entre dominants-dominés ou entre groupes subordonnés. Qu'est-ce que ça peut produire aussi des temps de non-mixité et le fait que ça peut favoriser l'acquisition de ressources et du coup amener les personnes à prendre conscience d'une situation d'inégalité et potentiellement à plus œuvrer sous une forme de changement social qui ne passe pas que par la mobilisation collective et le fait de s'engager dans des actions collectives, mais aussi par tout ça, qui sont déjà en soi, je trouve, des formes de changement social. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis navrée d'avoir pris plus de temps. Claire, je vais te laisser brièvement discuter cette intervention pour ensuite une petite et courte discussion collective. Oui, j'avais promis d'être très brève de toute façon pour laisser plus de temps à Élise pour présenter ses travaux. Et du coup, je vais juste me contenter de peut-être te tendre deux perches, Élise, pour peut-être préciser certaines choses que tu as été obligée d'évoquer trop rapidement ou de sabrer dans ta présentation, mais qui étaient dans le texte initial que tu m'avais envoyé. D'une part, tu as mentionné le fait que ces quartiers où tu avais travaillé étaient des quartiers politiques de la ville. Peut-être qu'il faut repréciser en quoi l'ancrage de ces questions-là et l'ancrage des travaux que tu conduis dans les politiques de la ville est en même temps, quelque part, un petit peu problématique. Et peut-être que tu pourrais du coup nous en dire un petit peu plus sur ce que tu rencontres chez les professionnels en termes de mixité, c'est-à-dire l'existence d'une grille de lecture un peu culturalisante
Voilà, comment toi tu travailles ce lien avec la grille de lecture culturalisante, comment on peut arriver à la critiquer et à s'en échapper un petit peu. Voilà, j'avais promis d'être brève.